Voilà, c'est un habitué des lieux et je suis ravi de le retrouver. Merci Pierre-Henri d'être avec nous, maître de conférences en philosophie, Sorbonne Université, président de ce fameux Collège de philosophie de France qui ouvre la philosophie depuis plusieurs années, grâce à toi en particulier, à beaucoup de tendances et à la société. On n'est pas dans un cloisonnement, loin de là. Co-directeur de la collection Nouveau Collège de philosophie chez Grasset, justement, en corollaire. Et je vous conseille Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, paru aux éditions Odile Jacob. Merci d'être là, Pierre-Henri. On a beaucoup parlé pendant le déjeuner. Je sais que tu as échangé avec pas mal de nos amis qui sont ici présents. C'est un vaste sujet, hein, que ce voyage-là, ce voyage en négocratie. Moi et le peuple, on ne parle que de ces minorités. Certains disent tyrannie des minorités, les visibles, les silencieux. On va t'écouter avec beaucoup d'attention pour nous éclairer sur ces sujets-là. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Écoutez, le sujet est très, très vaste. Je pense que par rapport au titre, la dictature du compromis, alors, compromis, ça a deux sens à chaque fois. Ça vient de l'étymologie cum promittere, ce qui veut dire promettre en même temps. Promettre en même temps. Ça nous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle un truc. Et c'est un point qui est assez complet, parce qu'il y a le bon compromis et le mauvais compromis, ce qu'on appelle la compromission. Et promettre en même temps, tout dépend à qui on promet. Et donc, la compromission, c'est quand on sacrifie les principes, c'est-à-dire on promet aux principes, mais qu'on sacrifie ces principes à l'autel de l'idéal, du réel. Hein, voilà. Et à l'inverse, il y a une tendance exactement contraire qui consiste à sacrifier le réel à l'autel de l'idéal ou des principes. C'est aussi inefficace. Et le compromis, au bon sens du terme, c'est quand on arrive à faire en sorte de penser qu'il y a un peu de réel, de penser qu'il y a du idéal, et puis, à partir de là, faire une synthèse, ça s'appelle le possible. Voilà. Et le possible permet l'action. Donc, compromis, je pense qu'on a eu ce matin beaucoup de discussions là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait comme repoussoir le mauvais compromis, comme perspective le bon compromis, c'est-à-dire le fait qu'on est avec les autres. Et c'est de ça dont je voudrais un peu parler, en opposant cette dictature du compromis, avec laquelle on décrit beaucoup notre situation contemporaine, avec ce qui est la démocratie, pour le meilleur comme pour le pire. Parce qu'en fait, ce régime démocratique dans lequel nous vivons, qui n'est pas d'ailleurs simplement un régime, mais un certain état d'esprit, une vision, il faut admettre qu'on ne le comprend pas très bien, ce régime. On ne sait pas très bien ce que c'est que cette démocratie. Et même, partons de cela, cette démocratie est un régime qui est un régime déceptif, contradictoire et incompréhensible. Voilà. Il faut partir de là, alors qu'en général, on termine par là. Pourquoi c'est déceptif? Parce que la démocratie nous promet beaucoup. Elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, le bonheur. Soyons clairs, on n'y arrivera pas complètement. On n'arrivera jamais à ça. La liberté n'est jamais absolue, l'égalité n'est jamais totale, la fraternité connaît beaucoup de bugs et le bonheur, c'est voué à demeurer aujourd'hui comme hier une idée neuve. De bonheur, c'est pour demain. Donc c'est un régime déceptif. Nous allons être déçus. Commençons par ça, pour justement nous armer contre cette déception et contre les effets délétères de cette déception. C'est ensuite un régime assez largement contradictoire. La démocratie, si vous voulez, si on avait une image pour la résumer, ce serait cette image du baron de Munchausen. Vous connaissez ce baron légendaire germanique à qui il arrive des aventures extraordinaires. C'est un vantard. Et un jour, il se promène avec son cheval dans une immense forêt. Il est face à un lac et il est décidé à traverser ce lac. Donc il prend un grand élan. Il saute et tombe en plein milieu du lac. Et il s'enfonce inexorablement jusqu'à ce qu'il ait une idée absolument géniale. Il se prend par les cheveux et se tire lui-même hors du lac avec son cheval. Voilà. C'est absurde, évidemment, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça s'appelle exactement la démocratie. Comment un peuple se sort lui-même du bourbier dans lequel il s'est mis ? C'est ça la démocratie. Et quand on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment plus absurde que les solutions d'avant ? Se confier à des grands ancêtres qui nous avaient tout donné et qu'il fallait suivre dans toutes les dimensions de notre existence, modèle traditionnel.
Est-ce que c'est plus absurde que de penser qu'il y a une sorte d'harmonie naturelle où au bout du compte, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 conflits, mais ça finit toujours bien? Est-ce que c'est plus absurde que de penser qu'il y a un gentil personnage là-haut dans le ciel, au-delà des nuages, qui va nous aider à régler le problème de la souveraineté, de la légitimité et de l'autorité? Non, c'est pas aussi absurde. C'est au fond l'idée qu'on est un peu tout seul au monde et qu'il va falloir trouver en nous-mêmes les ressources pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. Voilà. Ça n'a aucune raison de marcher. Et pourtant, ça marche un peu. Donc, inversons la charge de la preuve. Le miracle de la démocratie n'est pas qu'elle ne marche pas. C'est absurde. C'est que ça marche un peu. Et que ça marche un peu au regard d'un critère, qui est le critère peut-être essentiel de la politique. La politique, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. C'est ça, la question politique. Imaginons que nous soyons confinés. Oui, confinés. Bon, pendant une journée, ça va. Le vin est bon, la nourriture est bonne, le cadre est agréable. Mais imaginons que cette situation dure une semaine, un mois, un an. Nous sommes tous des gens bien élevés, mais néanmoins, au bout d'un certain temps, inévitablement, des conflits et des conflits graves vont survenir et nous allons nous entretuer. C'est comme ça. Eh bien, au regard de ce critère, comment vivre ensemble sans s'entretuer, on peut considérer que la démocratie est le régime qui marche le mieux. Au fond, même si les chiffres sont un peu inquiétants en ce moment, en démocratie ou en régime démocratique, les gens s'entretuent plutôt moins qu'avant. Plutôt moins. Et au regard des relations internationales, 2 démocraties ne se sont jamais fait la guerre entre elles. Grande loi de l'histoire. Donc, au fond, la démocratie, ça marche pas mal. Donc, inversons la charge de la preuve, pourquoi ça marche. Troisième dimension caractéristique, la démocratie, c'est un régime totalement incompréhensible. Absurde, déceptif et incompréhensible. Pourquoi incompréhensible? Parce que dans démocratie, il y a 2 mots, démos et kratos. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, disait Lincoln. C'est la plus belle définition. Elle a du souffle. Elle a tellement de souffle d'ailleurs qu'on l'a intégrée dans notre constitution en France. La constitution de la 4e République, d'ailleurs qui est la première à devenir formellement, 48 excepté, une démocratie. Jusqu'à présent, la République était la République. Elle devient démocratique en 1946. Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, magnifique, mais il faut bien reconnaître que ça nous pose 2 problèmes gigantesques. Premier problème, qu'est-ce qu'un gouvernement? Rien que ça devrait nous tétaniser. Comment gouverner? Comment susciter, c'est ça le problème du gouvernement, l'obéissance volontaire. Pas la servitude volontaire, l'obéissance volontaire. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens obéissent? Et là, c'est un point sur lequel j'attire votre attention. L'obéissance, c'est un peu mauvaise presse dans la citoyenneté contemporaine. Aujourd'hui, si on veut être citoyen, il faut être désobéissant, il faut dire non, il faut être insoumis. Bon, soyons clairs, si nous étions tous désobéissants, la vie collective n'aurait aucun sens. Obéissance, ça ne veut pas dire servitude. Obéissance, le mot étymologique, c'est ob audire, prêter l'oreille. Je prête l'oreille. C'est-à-dire, je m'aperçois qu'il y a autour de moi des autres et du réel. Et je calme un peu mon ego. Je sors de l'égocratie. Voilà. J'écoute. Je prête mon oreille, mais je ne donne pas ma volonté. L'obéissance n'est pas la servitude. C'est Rousseau qui le dit, qui n'est pas pourtant un adepte de la tyrannie. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Il a des chefs, mais il n'a pas de maître. La différence est importante. Alors que nous sommes aujourd'hui tentés de considérer qu'effectivement, nous devons désobéir dès qu'on n'est pas d'accord. Nous devons poser notre petit veto personnel dès qu'on a une contrariété et que, d'une certaine façon, on se fout du collectif. Ce n'est d'ailleurs pas comme ça que la société française fonctionne. On a été nombreux à en convenir au cours du déjeuner. Nous sortons d'une période de crise. Souvent, les démocraties d'ailleurs, sont plus faciles à gouverner en période de crise que par temps calme, parce qu'en période de crise, on identifie les objectifs. Par temps calme, on les oublie. On oublie le trésor du collectif. On est habitué. Quand la crise arrive, la hiérarchie apparaît. Et on regarde le pilote.
même si on ne va cesser de déblatérer contre lui, tous les pilotes qui existent, c'est normal, nous sommes Français, Gaulois réfractaires, on gueule, mais on obéit. Et la crise a été ce spectacle d'un lien social qui était vu de manière extrêmement dramatique, tragique, déceptif, et on voulu, finalement, nous nous en sommes correctement sortis. C'est pas totalement fini. Les liens ont plutôt été renforcés. On a aussi identifié les liens auxquels on tient, les liens intergénérationnels sur lesquels notre société fonctionne. Et on dit souvent guerre des générations, les jeunes contre les vieux contre les jeunes. Non, en vérité, le lien intergénérationnel ressort grandi, ou en tout cas, on a pris conscience de son importance extrême dans nos vies au cours de cette crise. Certes, nous sommes inquiets à l'égard de ce lien intergénérationnel, mais cette inquiétude témoigne du fait que nous y tenons. Donc, j'allais dire, ce pessimisme me rend optimiste. Ça veut dire qu'on tient à ce lien et qu'on va essayer de le booster. Donc, voilà un élément qui est un élément important. L'obéissance volontaire, c'est la clé. Donc, rien que ça devrait nous laisser pantois au regard du problème de la démocratie. Mais il y a un autre problème, encore plus compliqué. Démos, Kratos. Kratos, c'est le gouvernement. Démos, c'est le peuple. Qui est le peuple ? Qui est le peuple ? Alors, la question est idiote. Le genre de question que posent les enfants avant d'aller se coucher. Vous savez, c'est... Hey, papa, c'est quoi ? Qui est le peuple ? Pourquoi les vaches, elles ont des cornes et les chevaux, ils n'en ont pas ? Pourquoi la nuit est noire ? On voit très bien la logique. Hein. Ils ne veulent pas aller se coucher, donc ils vont poser des questions. Et on s'agace de pouvoir pas répondre à ces questions qu'ils nous posent. C'est ça, la question de la démocratie, qui est le peuple. En général, quand on tente d'y répondre, on va s'embarquer dans une quête. On va d'abord sortir de chez nous, on va aller voir dehors, on va aller dans les rues, dans les ronds-points, dans les manifestations, puis on va essayer d'aller à la rencontre du peuple. Et on ne va pas le trouver. Échec. On va rencontrer du peuple, mais pas le peuple. Alors, déçu par ça, astuce, stratégie de contournement, on va s'interroger, c'est qui sont les ennemis du peuple ? C'est plus facile. Et donc, on va commencer à faire la liste. Les énarques, les élus, en démocratie, c'est bizarre, mais c'est bon. Les riches, les assistés, les immigrés. On va faire une liste. Et la liste va être, au bout du compte, tellement longue qu'à la fin, on va se retrouver tout seul. Et d'ailleurs, comme par hasard, à cette fin-là, on va dire le peuple, c'est moi. Et certains vont le dire, on va y croire à un moment, et puis de nouveau, c'est reparti pour un tour. L'énigme du peuple. Alors cette énigme du peuple, elle est quand même incroyable, parce que si on ne résout pas cette question de savoir qui est le peuple, on risque effectivement de se transformer en association d'égos, en pure détestation de l'autre, ou dans un concept flou. Essayons d'affronter cette question. L'idée essentielle, c'est que le peuple, c'est l'idée de nos penseurs fondateurs de nos régimes, ils avaient bien conscience que c'est très dangereux de le définir, de l'identifier, de l'attraper. Parce que ça risque de produire un absolutisme encore pire que celui des monarchies d'Ancien Régime. L'absolutisme des monarchies d'Ancien Régime, c'était pas trop grave, parce qu'il y avait toujours quelque chose d'au-dessus du monarque absolu, c'était Dieu. En fait, l'absolutisme était relatif. Et ce Dieu pouvait limiter. Alors évidemment, le Dieu était très absent, on pouvait lui faire dire un peu ce qu'on voulait, mais ça limitait ce concept. En démocratie, si le peuple est identifié, il est là et rien ne le limite. Ça produit effectivement une forme de terrorisme ou de totalitarisme. D'où l'idée que nos pères fondateurs de nos régimes ont identifié l'idée que ce peuple devait avoir plusieurs visages. Il n'était pas un, il était pluriel. C'est ça, les libéraux, les penseurs des libéraux, c'est la pluralité, il faut diviser. Et c'est très juste. Nos régimes sont fondés sur 3 peuples. Premier peuple, ce qu'on appelle la société. On vit ensemble. On vit ensemble et on tisse ensemble des liens d'affaires, d'affection, d'action. Voilà le premier peuple, le peuple société. Mais ça ne suffit pas. Deuxième peuple, ce qu'on peut appeler le peuple État. Le peuple État, ce n'est pas simplement vivre ensemble, c'est vouloir vivre ensemble. Vouloir vivre ensemble, vivre en commun. On dit souvent il faut défendre le vivre ensemble. Non, le vivre ensemble, ça ne suffit pas. On peut vivre côte à côte, face à face, en totale indifférence ou en conflit.
Il faut en plus vouloir vivre. Et vouloir vivre, ça veut dire vouloir vivre ensemble dans la durée. C'est-à-dire partager une histoire, partager un présent et partager des projets. Et ça, c'est l'État, parce que l'État, c'est la stabilité, stato, ça dure. Il y a du passé, il y a du présent, il y a du futur. Donc le deuxième peuple, c'est le peuple État. Mais ça ne suffit pas encore. Vivre ensemble, vouloir vivre ensemble, et puis troisième peuple, qui est le peuple opinion, discuter ensemble de la manière dont on veut vivre ensemble. Troisième forme de peuple, l'espace public, qui vient idéalement harmoniser les trois peuples. Et des libéraux se disaient, voilà, nous avons ces trois figures de peuple qui sont bien identifiées, il faut une société libre, autonome, qui fonctionne, appelons ça le marché ou la société en général, il faut un État qui régule, il faut un espace public assez libre, c'est bon, nous pouvons fonctionner ensemble. Le problème, c'est que ces trois peuples, ensemble, ne fonctionnent pas très harmonieusement. Chacun est tenté de bouffer les deux autres, pour le dire trivialement. Le peuple-État, c'est clair. L'État s'affirme, il a envie de bouffer un peu l'espace public. Ça s'appelle la propagande. Il a envie aussi de bouffer un peu l'espace privé, c'est-à-dire de nous dire ce qu'il faut faire dans tous les instants de nos vies, de nous dire comment il faut être heureux, ou ce qu'est le bonheur. Ça s'appelle le totalitarisme. Le peuple société, lui aussi, il a envie de bouffer les deux autres. Il va bouffer le peuple opinion. L'espace public devient un espace de divertissement. On s'amuse. C'est plus un espace d'information, c'est plus un espace de décision, c'est un espace de divertissement. Et puis, il peut vouloir aussi bouffer l'État, en transformant l'État en réceptacle des intérêts particuliers, ça s'appelle les lobbies. Ou en espace d'émotion, ça s'appelle la politique compassionnelle. Le président pleure, le président est compassionnel avec les victimes. Est-ce que c'est son boulot? C'est autre chose. Et puis, troisième dérive possible, le peuple opinion. Alors lui, on pensait que c'était bien, c'était pur. Pas du tout. Nous découvrons avec les réseaux sociaux que ce peuple opinion bouffe les deux autres. Il bouffe la société, le privé, de notre faute. Nous lui donnons toutes les données. Donc, société. Et il bouffe l'État dans cette logique que nous devons vivre dans une société, comme on dit aujourd'hui, de transparence. Ah, c'est beau la transparence. C'est beau jusqu'à ce qu'on réfléchisse à une chose. Si quelqu'un de nos amis nous dit « Ah, tu es très transparent », est-ce que c'est vraiment un compliment? Cette transparence-là n'est pas un idéal. La publicité est un idéal. Rendre public un certain nombre de choses, c'est ça les lumières. Mais les lumières, vous savez, on ne peut les concevoir que s'il y a toujours un peu d'ombre. C'est-à-dire que les lumières de la publicité exigent de l'ombre sur un certain nombre de choses. La transparence, c'est que tout est sur la place publique, tout se joue sur la place publique, y compris les procès. Petit exemple et petite anecdote pour incarner un peu cette idée. Il y a 3 ans, je crois, j'étais à l'occasion des Nuits de la philosophie, qui font partie du soft power français à l'international. J'étais invité à Taïwan. Et j'ai rencontré à Taïwan le ministre, devenu la ministre transgenre, du numérique. Audrey Tang est une personne extrêmement activiste, geek, qui a été un élément contributeur des révolutions à Taïwan, de la démocratisation à Taïwan. C'est elle, par exemple, qui a tapissé le Parlement taïwanais, lui à l'époque, de caméras quand les étudiants l'ont envahi pour justement éviter toute intervention de la police. C'est elle qui a créé un site miroir du site taïwanais pour faire en sorte que toutes les données de l'État soient transmises à l'ensemble des citoyens. Très bien. Transparence. Anarchiste, transparente. Elle devient ministre. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes toujours adepte de la transparence? Elle me dit non. Eh oui, parce qu'elle me dit, soyons clairs, si je mets tout sur la place publique, qui va en profiter? Les Chinois, qui vont tout connaître de notre vie politique, de nos données, et du même coup, ces Chinois vont nous bouffer. Voilà. Donc la transparence, oui, quand elle est publicité d'un certain nombre de choses, mais à un autre niveau, cela se transforme en affaiblissement de les intérêts nationaux. Donc voilà, cette transparence n'est pas souhaitable.
Ce n'est pas un idéal. Voilà ce qu'est la troisième pathologie. Pathologie d'un État qui bouffe les deux autres peuples, d'une société qui bouffe les deux autres peuples, ou d'un espace privé d'un espace public qui bouffe tout. Et donc face à cette énigme, nous sommes dans une situation de trois pathologies démocratiques qui nous laissent un peu désemparés, et on parle aujourd'hui effectivement de crise de la démocratie. Crise de la démocratie qui s'exprime de trois manières. On peut dire d'un côté, il faut plus de démos et moins de kratos. Démocratie participative? Oui. Moi, je suis très sceptique à l'égard de la démocratie participative parce que, personnellement, j'adore la politique, mais je ne suis pas prête à y sacrifier tous mes week-ends. Voilà. Donc, participer, oui, mais il faut que le peuple participe, et le peuple ne participe pas dans la durée. S'il n'y participe pas, et qu'on crée des instances en la matière, qui ira? Eh bien, les militants ou ceux qui ont le temps. Donc la démocratie participative crée la dictature de ceux qui ont le temps. Voilà. Moi, je ne l'ai pas, même si je suis passionné. Donc je suis contre la démocratie participative parce que c'est une usurpation du peuple au profit de ceux qui ont le temps. Et ça, ce n'est pas juste. Deuxième tentation, moins de démos et plus de kratos. C'est ce qu'on appelle les illibéraux, les penseurs illibéraux. Il faut de l'efficacité, même si on doit prendre quelques libertés avec les libertés. Troisième tentation, il faut toujours plus de peuple et toujours plus de pouvoir. Ça s'appelle le populisme. Le populisme n'est pas un adversaire de la démocratie, ce n'est pas le fascisme, c'est une hyper-démocratie. C'est une démocratie critiquée au nom de ses promesses, mais simplement dans une hyperbole. Et donc, les populistes ont raison. Ils veulent plus de peuple et plus de pouvoir. Simplement, ils délirent parce que ce n'est pas possible. Et donc, je suis un libéral, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, nous devons nous installer dans l'idéal de la démocratie représentative qui consiste à dire du démos, mais pas trop, du kratos, mais pas trop. Voilà. Et il faut continuer là-dedans, se méfier comme la peste des innovations démocratiques qui vont affaiblir notre système et, au bout du compte, créer une contre-démocratie. Donc du démos, mais pas trop, parce que soyons clairs, les élus font leur boulot. On vote pour eux et on les élit pour qu'ils soient détestés par nous, mais ils font leur boulot. Et pour rien au monde, surtout dans une période de crise, j'aurais souhaité être à leur place. Il faut qu'on en ait conscience. Et je crois qu'on en a eu collectivement conscience. Donc, pas trop de démos et pas trop de kratos, mais de ce point de vue-là, effectivement, en démocratie, aujourd'hui, nous sommes plutôt défaillants. Dictature du compromis. L'idée, en tout cas, qu'on délibère mal et qu'on décide pas bien. Le compromis, ce n'est pas une chose mauvaise en soi, mais en effet, si on délibère mal et qu'on décide pas correctement, si on a même peur de la décision, c'est en effet problématique. La décision en politique, c'est sa caractéristique, n'est jamais un choix entre une bonne et une mauvaise décision, mais entre une mauvaise et une pire. Ça s'appelle le tragique. Et si ce n'était pas ça, on n'aurait pas besoin de politique. Donc, forcément, cette décision va être difficile. Forcément, elle demandera du courage et de trancher, et c'est la difficulté. Donc, vous voyez qu'on est un peu embarrassé. Nous avons, dans cette définition du peuple, une sorte d'énigme. Alors, ma proposition, c'était de changer un peu de regard. Je terminerai par là pour qu'on en discute ensuite. C'était de dire, au fond, le peuple, c'est pas un visage. Le peuple, on ne va pas le rencontrer, on ne va pas lui serrer la main, on ne va pas l'identifier comme tel. Le peuple de la démocratie, c'est une méthode. C'est une méthode, c'est une manière collective de décider et d'agir. C'est quoi cette méthode? Si on identifie ce peuple non pas comme la société, non pas comme l'État, non pas comme l'espace public, mais comme une méthode, les choses s'éclairent d'un seul coup. Cette méthode, c'est quoi? C'est 4 moments. C'est d'abord des élections, en effet, même si c'est un peu contre-intuitif, parce qu'une élection, ce n'est pas forcément démocratique. Pour les Grecs de l'Antiquité, la vraie procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Pourquoi? Parce que l'élection, vous choisissez le meilleur, supposé. Et le meilleur, ça se dit comment en Grèce? Aristos. Donc l'élection produit une aristocratie. Simplement, cette élection se transforme et peut, si elle est ouverte,
si elle a une campagne, devenir démocratique. Aristocratique dans son principe, l'élection est devenue démocratique dans sa pratique. Élection. Deuxième élément, délibération. Deuxième élément de la méthode démocratique. Délibération, ça ne veut pas dire de discuter ensemble, de bavarder. Ça, on aime le faire en France, pas de problème. La délibération, c'est l'examen avant et pour la décision. C'est-à-dire la délibération, c'est la décision en ligne de mire. Ce que nous tous, citoyens, devrions penser lorsque on déblatère sur ce que nos élus ont décidé. Si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Mais vraiment, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place? C'est la phrase que Raymond Aron posait, celle qui a été à l'origine de son dépucelage politique. Un jour, on lui a demandé qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place d'eux? Et il s'est retrouvé totalement démuni. C'est une question essentielle. Vraiment se placer dans la position du décideur. C'est ça la délibération. Très difficile, très exigeant. Troisième idée, décider en effet. Une fois qu'on a bien délibéré, décider. Quatrième moment, rendre des comptes. Peu importe qu'il y ait de grands pouvoirs dans certaines circonstances, état d'urgence par exemple, pourvu que nous puissions rendre des comptes. Voilà les 4 moments de la méthode démocratique. Élection, délibération, décision, reddition de comptes. S'il en manque un, on n'est pas en démocratie. Quelques exemples. L'Iran, république, il y a des élections. Alors, les dernières n'étaient pas ultra ouvertes. Il y a des décisions qui sont prises et il y a de la reddition de comptes. Pas forcément au peuple, mais en tout cas à Dieu ou à ses représentants. Il n'y a pas de délibération. Autre exemple, la Russie. Il y a des élections, je vous le concède, assez prévisibles. Il y a des délibérations, je vous l'accorde, elles sont un peu risquées. Il y a des décisions qui sont prises. Mais il n'y a pas de reddition de comptes, c'est toujours Poutine qui gagne à la fin. Comme le foot. On verra. C'est comme la Chine. La règle très sage de Deng Xiaoping en 1979, c'était un président 10 ans. Xi Jinping vient de changer. Il est à vie. C'est une mauvaise nouvelle du point de vue même de l'efficacité pour la Chine. Très mauvaise nouvelle. Parce que le pouvoir s'use. Et 10 ans, c'est une forme de sagesse, en l'occurrence. Nous ne sommes pas en démocratie. Alors, en France, on est en démocratie. Il y a des élections, on adore ça. On fait même des élections avant les élections pour préparer les élections. Ça, voilà, ça s'appelle les primaires. Et en général, ça élimine les candidats avant qu'on s'en serve. Il y a de la délibération, on adore ça. Mais on est prêt à délibérer jusqu'au bout de la nuit. Mais surtout pas de décider. Et puis, il y a la reddition des comptes, à tel point d'ailleurs qu'on voudrait passer, comme pour le bac, du contrôle terminal au contrôle continu. Voilà. C'est-à-dire sanctionner les dirigeants en temps réel, comme on dit, ce qui n'est pas raisonnable. Comme si votre banquier, dès que votre compte est à découvert, venait le fermer. Non, on a besoin d'un exercice, on a besoin de temps. Donc nous avons une démocratie qui n'est pas formidablement opérationnelle, mais qui existe. Voilà ce qu'est la démocratie. Et voyez que cette idée de démocratie, de peuple méthode, est quelque chose de tout à fait opérationnel, qui peut fonctionner d'ailleurs aussi en entreprise, dans une association, voire dans une famille, même si la dimension électorale est réduite, et qui définit bien ce qu'est. Et chacun de ces domaines exige un art politique d'une complexité inouïe. Gagner des élections, la flamme, avoir la patience de la délibération, le courage de la décision, l'humilité de la reddition de comptes. Ce sont 4 arts politiques contradictoires. Ce qui fait qu'on peut dire en toute certitude qu'il n'a jamais été aussi difficile de gouverner qu'en démocratie. Ce sont des arts politiques difficiles, complexes, contradictoires. Et nous autres citoyens, c'est peut-être ça le vrai défi, plutôt que d'exiger d'être mieux gouvernés, devons nous apprendre à être gouvernés, obéir en effet. J'ajoute un dernier point pour conclure, parce que ça ne suffirait pas. C'est bien cette méthode démocratique. Bon, voilà,
elle est opérationnelle, elle fonctionne. Il manque quelque chose un peu plus charnel, un peu plus identifiable, enfin quelque chose qui nous anime. On a beaucoup parlé depuis cette journée passionnante de l'absence de sens, de vision. Ben, allons-y, définissons cette vision. Absence de sens, est-ce que c'est vraiment le cas? Nous sommes tous ici à chercher du sens. Tous. L'entreprise cherche du sens. Mais jamais la quête de sens n'a été aussi vide, aussi vif. Jamais on a autant cherché ce sens, alors qu'il nous tombait du ciel, tout cuit, par le passé. Donc, j'allais dire, là encore, puisque nous sommes tous à chercher du sens, ça veut dire que le sens, il est déjà un peu là. On l'attend, on le quête, on essaie de le trouver des aspects. Est-ce que nous sommes vraiment voués, comme on le dit, au désert spirituel, au consumérisme? Non, c'est le contraire. Jamais on a exigé autant de missions, de perspectives. Donc nous sommes au contraire dans un trop-plein de sens. Il faut après arriver à trouver le bon. C'est ça, le bon sens, qui nous fait tant défaut. Comment le définir? Là aussi, on en parlait tout à l'heure, j'y reviens un tout petit peu. On est une civilisation de la démocratie. Vraiment, si on écoute certains, c'est la pire. C'est la pire. Nous avons opprimé la nature. Nous avons opprimé les autres civilisations. Nous avons détruites. Nous avons opprimé la femme, nous les hommes. Et donc cette civilisation est la pire de toute l'histoire de l'humanité parce que c'est la civilisation qui a produit le maximum d'oppression. Si vous avez cette idée en tête, je ne peux rien pour vous. Moi, je suis convaincu de l'exact contraire. C'est que cette civilisation de la démocratie, je ne la localise pas. C'est la seule civilisation dans toute l'histoire de l'humanité qui a eu cette idée puissante. Tous les humains sont des humains. Je le dis à ma manière, tous les humains sont des adultes, des grandes personnes. Vous voyez, par exemple, à Rome, pour quelques adultes, tout le reste sont des mineurs. Les adultes, les maiores, comme on disait à Rome, c'était les pères de famille. Et tant qu'on avait son père vivant, on n'était pas adulte. On était parfois pressé de... Tous les autres sont des mineurs. La civilisation de la démocratie est la seule qui dit la majorité est la norme, la minorité est l'exception. Donc tous les humains sont grands. Première idée. Deuxièmement, tous les humains peuvent grandir. Tous les humains peuvent grandir, donc ce n'est pas la civilisation de l'impérialisme, du racisme, du machisme, etc. C'est au contraire la civilisation, la seule dans toute l'histoire de l'humanité, qui a été anti-impérialiste aussi, qui a été anti-raciste aussi, abolition de l'esclavage pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Merde! Il faut le rappeler quand même. La République française abolit 2 fois. Ça veut dire c'est un peu trop l'esclavage. Mais il faut le rappeler. Au lieu de dire nous sommes responsables de cette affaire. C'est la civilisation qui considère que la femme est un adulte comme un autre, ça fait pas longtemps, mais c'est une bonne nouvelle, qui considère que les petits-enfants sont certes mineurs, mais ça ne va pas durer, qu'on peut les respecter, qu'ils sont humains à part entière. Donc c'est la civilisation qui dit que tous les humains peuvent grandir, la seule dans l'histoire. C'est ça la grandeur de la démocratie. Et troisième idée essentielle, c'est la civilisation qui dit que nous pouvons grandir ensemble. Tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir, et nous pouvons grandir ensemble grâce aux institutions qui ne sont pas de l'égocratie, mais précisément la culture de la démocratie. Merde, si c'est pas, pardon d'être un peu trivial, mais si c'est pas une vision, ça, l'idée qu'on peut grandir, que qu'est-ce qui nous anime, c'est le fait de faire grandir nos enfants, de grandir soi-même, parce que c'est la seule manière de grandir. C'est en faisant grandir les autres qu'on grandit soi-même. C'est la seule manière. Et ça donne une autorité. L'autorité, c'est qui permet de faire grandir à la fois celui qui s'y soumet et celui qui l'exerce. Que cette grandeur-là s'applique aussi à la vie, à la société, aux entreprises. Nous devons faire grandir nos entreprises. La décroissance, c'est le contraire. Moi, je n'ai pas d'objection économique contre la décroissance. J'ai une objection philosophique. La décroissance, c'est redevenir petit. C'est Peter Pan. Voilà.
Et ça me paraît absurde. Les défis environnementaux sont réels, mais c'est en grandissant qu'on fera grandir aussi la nature. Ce n'est pas en rétrécissant. Voilà ce qu'est la civilisation, voilà le sens. C'est ce sens qui doit nourrir. Donc, chaque entreprise ne doit pas forcément trouver son sens, parce que là, on va se retrouver dans de l'égrocratie. Il n'y a pas des millions de sens. Il faut ensemble qu'on incarne, chacun à sa manière, cet objectif extraordinaire de devenir des grandes personnes, des grandes sociétés, et de faire en sorte que nos enfants puissent grandir aussi de manière épanouie et, si possible, heureuse. Merci. Passionnant. Pierre-Henri Tavoyot, comme toujours, le bon sens près de chez nous, hein, Pierre-Henri, c'est un peu ça. Qui a envie de poser une question? Yves, voilà, je vois Yves. Question courte, Yves. Non, mais on va vous donner un micro. Question courte, réponse courte. Après, vous m'aidiez en me disant que je fais peut-être une erreur dans mon approche. J'ai essayé d'y voir clair sur comment faire avec tout ça en tête. Et alors, je suis reparti de l'étymologie. Il y a deux mots en grec pour dire peuple, laos et démos. Même plusieurs, mais... Il y a plusieurs. Enfin, ouais. J'ai parti de ces deux-là. J'ai du mal à m'en sortir avec ces deux-là. Alors, laos, c'est le peuple émotionnel. C'est le peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, mais il le veut. C'est les gilets jaunes. On veut une chose, au contraire, on ne sait pas ce qu'on veut, mais bon, on le veut. C'est l'émotion totale. Et puis, il y a Demos qui, lui, va vouloir effectivement être beaucoup plus rationnel. C'est le peuple qui se structure dans une force politique. Alors, ça marche assez bien. C'est-à-dire que la hausse, comment prendre en main la hausse, qui est l'énergie, finalement, du peuple. C'est le « je vous ai compris » gaulien. C'est le charisme. Je comprends, je vous écoute, je vous comprends. On est soudés autour de ce leader-là. Avec tous les problèmes de manipulation que ça peut poser, bien évidemment. Et puis maintenant qu'on est soudés, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, avec beaucoup d'habileté, d'ailleurs, la Constitution de la Ve République dit, attends, te mêle pas de ce que tu vas faire, prends ton Premier ministre, il est distinct, il va monter au charbon, il va trouver des solutions, il en trouve, tant mieux, parce que j'ai soudé le peuple, et donc on peut le diriger. Il n'en trouve pas, c'est infusible, on change, et puis il n'y a pas de problème. Connerie, d'ailleurs, d'avoir maintenant tout mis à 5 ans, parce que, je ne dirai pas à qui elle est due, mais enfin Jacques Chirac comprendra. Donc ça c'est vraiment ennuyeux, c'est vraiment ennuyeux. Mais cette approche-là m'a paru apporter pas mal de choses. Et je pense en nouveau à des erreurs. Je vous ai compris ne veut pas dire je vous ai parlé. Quand un président rencontre la France entière et dit, et pendant 5-6 heures, allez-y, je vous parle, je vous comprends puisque je vous parle. Non. Je vous ai compris, c'est pas je vous ai parlé. Et puis, bien évidemment, à partir de ce moment-là, la dissociation de l'émotionnel, le pouvoir charismatique, et du rationnel, qui va être le pouvoir de la fixation d'objectifs, des moyens à mettre en œuvre. Et c'est cette séparation-là qui, à mon sens, mais c'est là que vous allez me dire que peut-être que je me plante complètement, auquel cas je vous en serai reconnaissant, à mon sens, était la façon de traiter cet impossible problème du gouvernement des hommes, tant dans l'entreprise que dans la cité, au sens du terme. Merci. Yves. Réaction, Pierre-Henri. Vous posez la question de la définition du charisme, qui est très compliquée parce que, en même temps, nous autres démocrates, nous avons appris à nous méfier des personnages charismatiques, c'est proche des gourous, et en même temps, on ne peut pas se passer d'exiger des hommes politiques du charisme. Raymond Barre disait, au moment des élections présidentielles, quand il était candidat à l'élection présidentielle, on me demande de faire rêver les Français. Je le fais très mal. Mais si je faisais rêver les Français, encore faudrait-il que je les endormisse. Et je m'y refuse. Barre est battu. Voilà. Donc oui, le charisme, on en a besoin, mais pas trop. Et c'est très difficile à définir le charisme. La plus belle définition du charisme se retrouve dans un livre que j'ai découvert petit, quand je faisais des études de grec ancien, c'est la Cyropédie de Xénophon. Cyropédie, l'éducation de Cyrus, qui est un ouvrage absolument génial, qui a été le livre de chevet de Napoléon, d'Alexandre et de César. Donc, on nous donne un peu une indication. Dans ce livre que je résume en un mot, Xénophon donne la définition du charisme comme la capacité pour un homme de tisser avec son entourage et son peuple tous les types de liens. Tous les types de liens. Le personnage charismatique est capable d'être bon fils, bon père, grand frère, bonne mère et bon amant, avec l'ensemble de son entourage. Multitâche. Multitâche très périlleuse à tenir. Et la conclusion de Xénophon, c'est ça a existé une fois, c'était Cyrus.
C'est juste impossible, c'est un rêve éveillé. Mais, néanmoins, c'est la deuxième conclusion de son livre, tout pouvoir a besoin d'un peu de charisme. Et la grande sagesse de l'individu, c'est de savoir le doser. On a besoin effectivement même de la dimension érotique. Je veux dire, vous êtes tous des managers, vous savez qu'il y a un rapport, alors aujourd'hui on n'a pas le droit de le dire tout ça, mais un rapport aussi, hein. Voilà, érotique avec les gens avec lesquels on collabore. C'est évident. Mais sachons le mettre à distance. Il vaut mieux être lucide sur ce sujet plutôt que de l'évacuer. Et donc cette dimension-là est une dimension indispensable, et c'est le grand défi du charisme à l'âge démocratique, c'est qu'on le déteste et on l'adore en même temps. Trouvons la bonne formule. On va laisser la parole à Philippe Gabillet. Merci Yves. Philippe, on va te tendre le micro et on va t'écouter avec beaucoup de plaisir. Merci. Donc Philippe Gabillet, je suis professeur à l'ESCP. Alors d'abord, je voudrais deux choses. En ce qui concerne Raymond Barre, quand il avait dit « pour que je les fasse rêver, il faudrait d'abord que je les endormisse », il faut juste préciser une chose, c'est que Raymond Barre était économiste. Donc son rapport au rêve était un rapport que je qualifierais de mesuré. Il faut savoir que les psychologues disent toujours « attention, il y a deux sortes de rêves. Il y a ceux qu'on fait en dormant et il y a ceux qui nous tiennent éveillés et justement nous empêchent de dormir. » Et je pense que c'était peut-être celui-là qui avait manqué. Peu importe, je ferme la parenthèse. Moi, j'étais très frappé. D'abord, je vous remercie parce que ça m'a rappelé mes cours de philosophie politique avec Jacques Ellul, vous voyez, qui a été mon professeur. D'ailleurs, il est parti, mon copain Jean-Michel. On était ensemble à Bordeaux à ce moment-là. Je voudrais parler de début, simplement une question. Vous avez parlé de l'obéissance. Alors, pour les psychologues, parce que moi j'ai quitté la science politique et je suis passé à la psychologie sociale, en psychologie, l'obéissance, on va dire saine, c'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Et pourquoi est-ce qu'elle est librement consentie? Alors là, j'ai été frappé par ça. Il y a un mot, mais c'est peut-être, pourtant j'ai écouté avec... Je pense que vous n'avez pas à aucun moment prononcé le mot légitimité. C'est-à-dire que ce qui fait qu'en fait, je vais obéir et que je vais, cette démocratie, aussi imparfaite soit-elle, l'accepter comme telle en tant que citoyen, dans mon expérience, c'est que je la sens légitime. Et le problème est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des conflits de légitimité. Je vous donne un exemple. La démocratie française actuelle, ce qu'on vit aujourd'hui en France, mais moi, je suis un bourgeois, macronien, de droite, etc. Mais je vis en démocratie. Moi, je suis très heureux ici. Mais je connais beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup de respect. À l'endroit où ils sont, l'expérience de la vie sociale qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas cette expérience. Et je voulais savoir si, à votre avis, cette démocratie, est-ce qu'on est plutôt sur une idée, vous savez, une idée au sens platonicien, il y a une démocratie qui existe quelque part, mais je ne sais pas si elle existe réellement, ou bien est-ce que c'est d'abord une expérience? C'est-à-dire que nous expérimentons dans nos vies, à partir des hommes et des femmes que nous sommes, ce qu'est la démocratie, et ça nous convient plus ou moins, ça nous met plutôt en énergie, ou ça nous met en colère, ou ça nous rend triste, ou ça nous déprime. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être que le point de vue du philosophe et le point de vue du psychologue social sont peut-être difficilement conciliables, en tout cas dans l'action concrète. Mais c'est là la question. Merci Philippe. Alors pour répondre à votre question, justement, je vais partir du point de vue de l'action concrète. Le problème de la démocratie, c'est effectivement de faire en sorte comment une élite se réconcilier avec le peuple. C'est comment on intègre le peuple au Kratos, comment le démos s'intègre au Kratos. Dans l'histoire de la démocratie, il y a 3 méthodes. Première méthode, le clientélisme. On achète les voix. Très pratique, ça marche très bien. Bon, on n'a plus le droit de le faire maintenant. Enfin, ça se fait un peu, mais voilà. Ça marchait très bien, parce que notez que dans l'histoire des démocraties, c'est à partir du moment où le clientélisme est interdit que l'abstention monte. Voilà. Bon. Deuxième méthode grandiose, très pratique, le parti. Notamment le Parti communiste, toujours imité, jamais égalé. Qu'est-ce que le Parti communiste? C'est une manière de faire une deuxième société. Une petite société où on va tout faire, on va se marier, on va partir en vacances, etc. Et on forme le peuple à la vie politique. Évidemment, l'idée du Parti communiste ou des syndicats d'ailleurs, c'est de faire en sorte que cette deuxième société finisse par devenir la première, la grande. Bon. Mais en même temps, le travail historique du parti a été formidable, c'est-à-dire il a contribué à intégrer à la vie politique démocratique des millions d'ouvriers français. Simplement, ça ne marche plus. On l'a vu, les partis politiques sont morts ou moribonds, ce qui revient au même.
troisième méthode, c'est celle qu'on découvre en ce moment. On ne sait pas trop comment l'appeler. C'est la méthode des mouvements. Les mouvements, ça commence Podemos en Espagne, La République en marche, les Insoumis. C'est l'idée d'une sorte de logique un peu gazeuse, c'est-à-dire qu'on fait des machines électorales ponctuelles, sans idéologie, c'est pas la peine, pour conquérir. Comme disait Mélenchon, notre parti n'est ni horizontal ni vertical, il est gazeux. Bon, très bien. Simplement, le gaz, quand il n'explose pas, il se dissipe. Et c'est vrai qu'entre deux élections, ça se dissipe. Cette technique du mouvement, on ne sait pas encore trop ce que c'est. On ne sait pas encore trop ce que c'est. On voit très bien que ça ne marche pas très bien parce que La République en marche et la France insoumise sont dans les choux aux dernières élections. Et donc, c'est cette reconfiguration. En un certain sens, les Gilets jaunes représentent ça. Le message, au fond, des Gilets jaunes, ce n'est pas un message politique, c'est de dire juste, on existe. Voilà. On est la France périphérique, la France des ronds-points. Juste, vous nous oubliez, parce que le débat social en France, c'est centre-ville contre banlieue, autant de populations mondialisées. Eh bien, n'oubliez pas la France qui a des racines, la France qui habite quelque part. Ces Gilets jaunes ont gagné, en un sens. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de leader. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de programme politique. On dit c'est le RIC, tout ça. Non, il n'y a pas de programme politique. C'est pourquoi il n'y a pas d'ancrage politique. C'est juste le dit, nous existons. Et de ce point de vue-là, on l'a relativement entendu. C'est-à-dire qu'on a conscience des territoires. Donc voilà, nous en sommes dans cette situation. Je suis incapable de dire ce que ça va donner. Je pense que les mouvements sont en train de s'esquisser ou de se dire qu'il va falloir booster un peu l'idéologie parce qu'entre deux élections, ça ne tient pas. Mais voilà un peu la manière dont on peut intégrer justement le peuple à cette dimension du pouvoir. Il n'est pas gagné que ça fonctionne. Il me semble que la réponse ultime, c'est qu'il faut que le pouvoir fasse la preuve de son efficacité sur un certain nombre de sujets comme l'école, les questions migratoires et d'autres. Il faut juste que le pouvoir fasse son boulot et peut-être lutte contre ce que, en tant que libéral, j'aimais beaucoup et que j'aime aujourd'hui beaucoup moins, toujours en tant que libéral. Les libéraux luttaient contre les abus de pouvoir. Je me demande s'il ne faut pas aujourd'hui lutter contre les abus de contre-pouvoir. Alors, je voudrais faire réagir Isabelle ensuite la parole. Tu as dit, Pierre-Henri, que les 4 éléments de la démocratie, j'ai bien noté le 4e, rendre des comptes. Monsieur le ministre Gilles, j'aimerais bien que tu réagisses et puis que tu nous dises ce que tu as retenu. Même si j'avais des petites remarques à faire, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite opposition entre le démos et le kratos. Pour moi, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple qui s'est choisi à travers des institutions. Mais ce que je trouve très très important et très intéressant, c'est la façon dont on exerce avec les institutions. Car on peut être complètement manipulé, même avec des institutions en béton. Je ne sais pas si vous approuvez ce que je dis, mais j'ai des exemples dans la politique d'aujourd'hui comme dans celle d'hier, d'ailleurs. Deuxièmement, la démocratie, les frontières de la démocratie peuvent être reculées de façon extraordinaire si on fait un peu preuve d'imagination. L'exemple qu'on peut avoir, c'est dans les collectivités locales, dans les mairies notamment, où non seulement à travers des lois qui ont beaucoup boosté, on va dire, la pratique démocratique, mais où les initiatives des maires de droite ou de gauche sont fréquentes pour justement, non pas qu'on adhère forcément au programme, au projet, ou que l'on que l'on soit réélu, mais tout au long d'un mandat qui est assez long, d'ailleurs 6 ans, c'est peut-être mieux que 5 ans, effectivement. Je crois qu'on a fait une très grave erreur, moi compris, en votant 5 ans pour les présidentielles. Eh bien, je crois que l'exemple des mairies sur la pratique démocratique est à suivre. Jean-Christophe Fromentin t'écoute attentivement. Et je pense que pour des futurs candidats à la présidence de la République, eh bien, il y a beaucoup à prendre de la pratique collectivité locale et notamment municipale. Alors, sur la façon de rendre des comptes, je parlais de manipulation tout à l'heure, mais l'exercice, entre guillemets, soi-disant démocratique à l'issue des Gilets jaunes était un scandale démocratique, un véritable... 9 Français sur 10 sont tombés dans le panneau. Cette façon de se faire des assemblées, pratiquement tous adhérents on va dire à la Macronie ou à En Marche, sélectionnés par les préfets, qui avaient le droit pendant 2 heures de poser des questions, puis ensuite un président qui pendant 4 heures répondait aux questions sans échange, sans qu'on puisse être mis en défaut.
C'est pour moi le contre-exemple de ce que j'ai vécu, de ce que nous vivons tous. Par exemple, dans nos comités de quartier, ça ne s'appelle plus les comités de quartier, je crois que ça s'appelle des assemblées de quartier. Le principe de la démocratie, c'est l'échange, c'est la confrontation des idées, c'est tout ça. Donc voilà, donc rendre des comptes, sous quelle forme? On peut trouver pour quelqu'un qui exerce un rôle politique, et Dieu sait que c'est fragile. D'ailleurs, si je vous avais entendu écouter il y a 30 ans, je ne sais pas si je me serais engagé en politique, c'est tellement compliqué. Mais comment peut-on, au stade de la remise des comptes, pour dire à la fois, vous avez tous les gages d'honnêteté, j'ai pris des engagements, j'ai tenu ces engagements, je n'ai pas tenu tel engagement parce que je n'ai pas pu les tenir pour telle ou telle raison. Maintenant, peut-être qu'un autre aurait pu les tenir, ces engagements-là, mais moi, je n'ai pas pu pour ça, à vous de juger. Donc, comment peut-on véritablement rendre des comptes et être jugé sur ces comptes, et non pas sur des opérations de fausse démocratie? Il y a quelqu'un que j'aurais aimé que vous citiez, mais vous le connaissez par cœur, et aussi bien que moi, peut-être beaucoup mieux. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait. Souvent, quand on parle de démocratie, on tire à boulet rouge sur les pianistes, c'est-à-dire sur les acteurs politiques. Et je trouve que c'est très, très injuste. Tocqueville avait trouvé une formule très intéressante pour parler justement de cette façon de mettre en cause toujours nos responsables politiques qu'on a choisis, qu'on a élus, même si on n'a pas voté pour eux. Et il disait « Quelle tristesse que les gouvernements soient aussi coquins que les mœurs de leurs sujets peuvent leur permettre de l'être ». Je trouve ça très, très bon. Puis enfin, une dernière réflexion que j'ai toujours eue en tête après avoir rencontré des grands responsables libanais, c'est, vous savez, monsieur de Robien, citoyen de Robien, vous avez de la chance en France. La démocratie, c'est fragile. Et la démocratie, c'est fragile, ça c'est quelque chose qui doit nous animer tous, parce que, non pas seulement pour la préserver, mais pour la consolider et pour en repousser les limites. Merci Gilles. Réaction rapide de Pierre-Henri. Isabelle, tu me pardonneras, mais on est très très serré en timing. Enfin, je partage intégralement. Donc. Isabelle, peut-être une très très courte question. Alors une question qui va être très courte, que j'ai quelque chose. Isabelle Barthes, présente-toi. Oui, Isabelle Barthes, donc professeure en sciences de gestion, que j'ai pas du tout entendu depuis le début de la matinée, c'est la question du temps, de la durée et de l'éphémère. Et il me semble que quand vous abordez par exemple les mouvements, on est plus sur la question tribale, le ad hoc, le court terme. Et j'aurais aimé vous entendre sur cette question de la durabilité, de la durée, ou au contraire de l'éphémère. Et il me semble que s'il y a quelque chose d'assez disruptif depuis, on va dire, 2 décennies, c'est justement l'irruption de l'éphémère, et que tout peut être remplacé très rapidement, et qu'on attend toujours quelque chose qui peut aller plus vite. Cette instantanéité aussi. L'instantanéité. En même temps, c'est vrai qu'il y a cette dimension éphémère, cette dimension du temps continu. Et il y a aussi, maintenant, malgré tout, les générations futures. Hein. C'est ce qu'on a en tête pour le meilleur comme pour le pire. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi aux générations futures. C'est aussi ça le point. Mais ce grand dessein-là, c'est de faire en sorte que nos enfants vivent dans un monde qui soit un monde meilleur. C'est une dimension d'enchantement colossale de la politique, quand on y réfléchit. Parce que mes enfants, c'est très proche. Et le temps long, c'est très loin. L'avenir, c'est très loin. Donc, il y a une sorte de... On cherche, vous voyez, il faut des choses qui parlent aux Français. Mais qu'est-ce qui parle mieux aux Français que de dire, écoutez, on pense à vos enfants et à la manière dont ils grandiront. C'est tout con, pardon, mais c'est extrêmement... Que disait Jacques Attali, même les petits-enfants. Oui, les petits-enfants, c'est-à-dire l'idée de cette pérennité-là, des conditions, parce que le monde futur, c'est pas simplement nos enfants, c'est le monde dans lequel ils vivent, c'est les conflits, c'est les ressources, c'est la beauté. Voilà, c'est tous ces éléments. Et c'est vrai que c'est au regard de cette question que l'aspect de la reddition de comptes qui est si difficile, je pense que c'est sur ce point qu'on est le plus novice en démocratie. Cette question de la reddition de comptes, on ne sait pas rendre des comptes. On a l'impression que faire rendre des comptes à des politiques, c'est les mettre en tôle, ce qui est une bêtise inouïe. La responsabilité, c'est vraiment... doit être mesurée au nom de l'efficacité du collectif, de l'intérêt général. Et ça, on n'a pas encore compris. On veut se venger de ce qu'on déteste. On veut dès qu'on les a élus, on veut les mettre en tôle tout de suite. Défaut. Il faut penser à nous. C'est-à-dire que cette reddition de comptes, comme la séquence Covid qu'on a vécue, nous n'avons pas rendu des comptes. Non pas au fait qu'il faut faire des procès, ça n'a aucun sens. Mais il faut faire en sorte que cette séquence de décisions que nous avons vécue,
qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a dysfonctionné, simplement pour que les choses aillent mieux la prochaine fois, dans les autres crises. C'est cette reddition des comptes. Hein. Juste un point, la responsabilité politique est inventée plutôt en Angleterre, avec le fait que le Parlement examinait les impôts, et cette responsabilité politique était faite au service du collectif et de la nation, ce qui fait qu'on n'a jamais autant voté d'impôts qu'en Angleterre au XVIIe siècle, précisément parce qu'on pouvait rendre des comptes. Donc c'est la responsabilité politique qui est au service de l'efficacité, alors qu'aujourd'hui nous concevons la responsabilité politique comme un, non pas comme un contre-pouvoir, mais comme un anti-pouvoir. Il faut détruire le pouvoir, et détruire le pouvoir, ça veut dire détruire nous. C'est ça, la démocratie. Il y a du kratos, il y a du démos. On voit le démos, on oublie le kratos. Voilà, ça donne à réfléchir. Hein. Comment gouverner un peuple roi chez Odile Jacob. Merci Pierre-Henri. Pierre-Henri Tavoyot, toujours aussi passionnant. Merci d'avoir été avec nous.